Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et chaque mois je rencontre des personnes qui me racontent la place qu'elles donnent à leur travail dans leur vie. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Et quand on fait un métier qu'on aime, il n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre avec sa vie personnelle. Si en plus ce métier est un métier passion, ça peut être encore plus difficile. Mais est-ce que faire un métier qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour l'épisode 7, c'est Camille, que vous connaissez peut-être sous le nom de Camilla Galapia, qui partage son parcours. Après des années de directrice de communication à Paris, elle a tout quitté avec sa famille pour venir s'installer dans la campagne vendéenne. Un changement de vie presque inespéré qui l'a conduite à devenir illustratrice, un métier qui n'existait que dans ses rêves. Divisée entre un syndrome de l'imposteur tenace et une communauté Instagram qui n'a cessé de grandir, elle a fini par assumer ce nouveau métier. En plus de son travail pour des marques, elle alimente presque quotidiennement son compte Instagram entre dessins humoristiques sur la vie de famille, mais aussi des sujets plus intimes. Bonjour, je m'appelle Camille. Sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le pseudo Camilla Galapia. J'ai 40 ans et je suis illustratrice. J'ai été d'abord journaliste et ensuite directrice en agence de communication pendant des années dans ma première vie qui se trouvait à Paris. J'ai toujours dessiné d'aussi loin que je m'en souvienne et surtout j'ai toujours eu l'habitude de faire des petites bandes dessinées sur ma vie. Ma meilleure amie de lycée a des bandes dessinées qui racontent nos histoires de lycée. Mon premier amoureux a des bandes dessinées qui racontent notre histoire d'amour. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours suivie mais que je faisais vraiment de façon juste très amateur parce que ça me faisait beaucoup rire et puis que ça amusait mes proches. Quand j'étais au lycée et qu'on nous a demandé d'aller s'inscrire sur l'ancêtre de Parcoursup qui était sur Minitel, parce que je suis très vieille, ça m'est même pas venu à l'esprit, alors que c'est d'autant plus idiot que j'aurais été complètement soutenue par mon père. Ça lui posait aucun problème que je fasse un métier artistique. C'était pas du tout quelqu'un qui m'aurait fermé des portes en disant mais c'est pas un vrai métier. Sauf que je sais pas, moi-même je crois que je me suis mis des barrières en me disant c'est pas hyper sécure, de toute façon personne peut enfin c'est très compliqué de vivre du dessin, j'ai pas assez de talent, je suis pas assez douée, j'ai pas de contact. Donc je vais aller dans la médiation culturelle et c'est ce que j'ai fait pour n'en faire absolument rien du tout en fait. Quand je suis devenue maman pour la première fois il y a 15 ans, c'était la période des blogs en fait. Je suis obligée de dire que c'était il y a 15 ans. C'était la période des blogs et les gens partageaient beaucoup de leur vie sur les blogs et moi j'ai commencé à faire ce que je faisais pour mes amis sur un blog de dessin. Parce qu'une copine m'a dit « Écoute, c'est dommage, c'est rigolo ce que tu fais, poste tes dessins. » C'était catastrophique, hein. C'était sous Paint, c'était très vilain, très mal fait. Mais je partageais un peu mes dessins de maman, c'était rigolo. Et en fait, cette amie me faisait travailler pour des plateformes en ligne pour lesquelles j'écrivais des piges. Et elle m'a dit « J'ai vu passer une annonce dans un magazine pour parents, c'est rigolo, tu écris et tu t'adresses à des parents sur ton blog, peut-être que tu peux aller voir ce que c'est. » J'y suis allée, j'avais donc que ma petite expérience avec les piges que je faisais. Je savais écrire convenablement, mais j'avais pas vraiment en tant que telle une vraie expérience de journaliste. Et en fait, c'était une toute petite équipe avec qui ça a tout de suite matché. C'était un magazine qui s'appelle Parole de maman. C'était un métier qui m'a énormément plu parce qu'il correspondait tout à fait à l'étape de ma vie où j'étais. C'est-à-dire qu'en fait, je ne faisais que des événements, des reportages sur le milieu de la grossesse, le milieu de la maternité. Donc j'étais en plein dedans parce que j'ai eu une fille après mon fils, 3 ans après. Donc c'était vraiment, j'étais en pleine dans cette période de parentalité. Et comme on était une petite équipe et qu'on était hyper motivés, on était très proches les uns des autres, on a fait une tonne d'événements très rigolos. Vraiment, ça a été intense. Ça a été intense parce que je me suis énormément amusée, qu'on a fait beaucoup de choses. C'était très challengeant parce qu'on était en confrontation avec des grosses agences, alors que nous, on avait des petites équipes, des petits budgets, mais plein d'idées. Mais on travaillait du coup pour des grosses marques, donc il fallait quand même qu'on obtienne des résultats. Tout ça pour dire que je me suis éclatée, sauf qu'à la fin, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose, parce que j'en pouvais plus. Un jour, je suis rentrée chez moi. Il devait être 20h30, 21h, donc mes enfants qui étaient petits étaient déjà couchés, mon mari les avait couchés. Et comme d'habitude, j'avais encore mon manteau, je suis allée les embrasser dans leur lit. Et ma fille m'a dit « Tu sais maman, c'est quand même dommage qu'on voit plus la maîtresse que toi ».
Et ça, dans mon petit cœur de maman, ça a été hyper violent. Et c'est là où j'ai commencé à avoir une remise en question en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux mener ? Donc moi, je savais que dans ce boulot-là, j'avais plus d'avenir parce qu'en fait, je m'épanouissais plus moi en tant que personne. Donc j'étais super bien en tant que directrice de com de cette agence, mais par contre, je m'épanouissais plus. Je voyais pas assez mes enfants, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Avec mon mari, il travaillait lui aussi très loin, donc il partait très tôt le matin pour rentrer tôt le soir, donc on se croisait. Donc moi, j'ai profité du moment où l'agence devait se transformer pour demander à la quitter, à demander une rupture conventionnelle. Donc à ce moment-là, j'avais plus d'emploi. Et avec mon mari, on s'était toujours dit, on a grandi dans la campagne en Seine-et-Marne. Et dans nos rêves les plus fous, c'était aller vivre au bord de la mer, sur la côte atlantique. Vraiment, c'était quelque chose qu'on espérait depuis toujours, mais qu'on pensait que ça n'arriverait pas, parce qu'en fait, quand on est déjà installé dans une vie parisienne, avec une maison, 2 enfants scolarisés, les 2 qui ont un emploi, ben c'est très compliqué que toutes les planètes s'alignent pour pouvoir partir, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais plus d'emploi, et que mon mari a repéré une annonce sur un poste à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, une ville dans laquelle on n'avait absolument jamais mis les pieds, qu'on a regardé sur une carte, on a vu que c'était sur la côte atlantique, on s'est dit ok, bon. Donc il postule à cette annonce, et en fait il a été pris. Et on a su, alors je ne sais plus, quelque chose comme le 30 juin, qu'à la rentrée, il fallait partir, qu'on serait en Vendée, en fait, que les enfants feraient leur rentrée en Vendée, que moi de toute façon j'avais plus de job à quitter, donc c'était le moment ou jamais. Et on s'est dit, mais si on ne le fait pas là, dans ces conditions-là, on ne le fera jamais. Donc go, une fois qu'on aura quitté Paris, c'était un peu une fuite en fait. Hein. Une fois qu'on aura quitté Paris, on verra bien en fait, on verra bien ce qui se passera. On s'est installé très vite à la rentrée. Mes enfants, très vite, ont fait leur rentrée scolaire. Mon mari a fait sa rentrée au travail. Et puis moi, je me suis retrouvée là, toute seule, dans une région où je connais personne. On n'avait même pas encore de maison, on habitait dans un gîte. Et il a fallu que je passe le temps. Du coup, pour passer le temps, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repensé à cette période où je faisais mon blog dessiné, où ça commençait à prendre un peu. J'avais même illustré un petit bouquin à l'époque. Je me suis dit, bah, c'est rigolo, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de partager, mais les blogs, maintenant, c'est un peu has-been, plus personne ne va les voir. Donc j'ai pris mon feed Instagram qui était en fait mon compte Instagram perso, j'ai viré tout ce qui était perso dessus et j'ai commencé à poster mes premiers dessins. Et en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai trouvé un public sur Instagram et c'est comme ça que ma carrière d'illustratrice a commencé. Je postulais à des annonces en communication et on ne me répondait absolument pas. Donc c'était horriblement déprimant parce que j'étais toute seule, donc tout le monde commençait sa vie, sa nouvelle vie en fait, donc il y avait des choses à raconter, des trucs, et moi j'envoyais des CV, un truc que j'ai jamais connu avant. En fait j'avais enchaîné les boulots un peu par rencontre ou de choses comme ça, et j'avais la date échéance de ma fin de droit au chômage qui arrivait, et je sentais la panique monter. Et mon mari me disait, mais enfin, cool, ça va, détends-toi, il n'y a pas de drame. Mais cette date butoir, ça me mettait une pression abominable. J'avais l'impression que le jour J, si je n'avais pas trouvé un boulot, il y allait y avoir un tsunami qui allait arriver. Mais parallèlement à ça, je dessinais. Et puis la date butoir est arrivée, j'avais toujours pas de boulot. Bah, on s'est débrouillé, hein, on a fait comme beaucoup de gens. Et par contre, j'ai continué de dessiner, j'ai vu qu'il commençait à se passer quelque chose. J'ai réalisé que ça me plaisait, alors que les annonces que je voyais auxquelles je postulais, en réalité m'angoissaient. C'était plus du tout quelque chose... J'avais plus le feu, en fait. J'avais plus envie de me remettre dans ces histoires d'agence. C'est des boulots qui sont passionnants, mais qui sont tellement dévorants, que je me suis rendu compte, en fait, que si j'arrêtais de me mettre la pression, en fait, j'avais pas envie de faire ça du tout. Je crois que j'ai été la dernière à assumer que ce soit mon métier d'être illustratrice. Comme la plupart des illustrateurs, j'ai vraiment un très très gros syndrome de l'imposteur. En plus, j'ai pas fait de formation de dessinatrice, j'ai pas... Voilà, c'est moi et mes petites mains et mes trucs un peu rigolos à raconter, quoi. Et du coup, j'ai jamais eu de pression sur mon entourage. Personne s'est vraiment posé la question parce qu'en fait, du coup, je suis très très active sur les réseaux sociaux, donc les gens doivent avoir l'impression qu'ils vivent avec moi, en fait. Et un jour, on m'a demandé de faire une conférence sur cette nouvelle vie, une conférence en ligne.
Et au moment où j'ai voulu l'écrire, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sur quoi je voulais écrire, c'était sur le syndrome de l'imposteur. Et j'ai commencé cette conférence en faisant une introduction, en me présentant et en disant « mais j'ai tout fait pour éviter de dire ce que je faisais. Quand je rencontre quelqu'un, je n'arrive pas à dire ce que je fais. » Et je concluais cette introduction en disant « bonjour, je m'appelle Camille et je suis illustratrice. » Et ben ça paraît un peu ridicule, mais c'est la première fois que je l'ai vraiment formulé en me disant « ça y est, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui te payent pour ce que tu fais. C'est pas tout cela qui se trompe et toi qui sais. » Donc s'ils m'ont donné les rênes de l'illustration, ok, je suis illustratrice, je fais mon propre travail dans mon propre style. Mais c'est là où j'ai assumé pour la première fois, c'était il y a 1 an. Dessiner tous les jours, c'est ma place. C'est vraiment un truc qui ne me gêne pas. Et j'aurais tellement jamais imaginé avoir la chance de faire ça un jour que j'en suis pas au stade de me plaindre, peut-être plus tard. Refaisons la même interview dans 5 ans, ça se trouve, j'en aurai ras-le-bol. Mais à l'heure actuelle, aucunement, d'autant plus que ça fait quand même un laps de temps qui est relativement court, où j'ai installé mon métier pendant ce laps de temps et où en fait mes tâches varient énormément. C'est-à-dire que j'ai commencé par des représentations de personnes pour faire des dessins humoristiques et maintenant je suis en train de basculer sur de la bande dessinée. Donc vraiment, pour l'instant, je ne fais pas 2 fois la même chose. J'ai aucune réflexion stratégique sur ce que je poste sur mon compte Instagram. C'est-à-dire que j'ai vraiment posté au gré de mes envies. Et mes envies, au départ, ça a été de poster des trucs qui me ressemblent, c'est-à-dire des trucs un peu légers, rigolos, des petites looses du quotidien, des choses comme ça. Il faut savoir que tout ce que je poste, c'est personnel. Alors c'est parfois largement inspiré de ma vie, mais c'est pas tout à fait une anecdote qui est vraie. Par contre, je ne poste jamais rien qui n'ait pas été validé par mes enfants, par exemple. Mes enfants sont beaucoup dans mon feed d'Instagram. Je donne pas leur prénom, jamais. Pour Feed Alcoolo, c'est vraiment une démarche qui est complètement particulière parce que ça a été à un moment donné, mais en fait, on dirait que ma vie, elle est super drôle, hyper pétillante, que en plus j'ai de la chance d'avoir une grande maison, donc des fois on la voit. Mais en fait, ma vie, d'une part, ça n'a pas été que ça, et puis ça n'est encore aujourd'hui pas que ça. Et notamment, j'avais cet énorme boulet que je traînais depuis toute gamine, qui était mon enfance auprès d'une mère alcoolique, qui a été une enfance vraiment hyper compliquée pour moi à vivre. Et là, je me suis dit, tu peux pas porter ce boulet, ce secret, comme quelque chose qui va te suivre toute ta vie et qui va définir toute ta vie, donc parle-en. Et alors parle-en à qui ? Parle-en à tout le monde. Donc j'ai posté sur mon compte Instagram le premier post indiquant ce qui s'est passé dans mon enfance en fait. Et ça a été un raz-de-marée. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait c'était pas la première fois que je le postais, je l'avais redessiné ce post. Mais en fait, il y a déjà 10 ans de ça, j'avais eu des velléités de dire je vais en parler. Et j'avais ouvert un blog. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai recontacté, j'ai redit à ma sœur, parce qu'à l'époque, je lui avais dit, puis ça la concerne aussi, forcément, parce que mon enfance, c'est son enfance. Donc j'ai dit à ma sœur, écoute, j'ai envie de retenter, mais sauf que là, ça aura forcément une résonance, parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent, dont des proches à elle. Est-ce que ça te va, quoi ? Est-ce que tu es ok avec ça ? Est-ce que tu es prête à le porter ? Et elle m'a dit, ouais, vas-y, franchement, vas-y. Et donc j'ai posté mon premier dessin de Feed Alcoolo et là j'ai été complètement stupéfaite par le nombre de messages. À chaque fois que je poste un épisode de Feed Alcoolo, c'est à la fois hyper touchant mais un peu terrifiant le nombre de messages que je reçois de gens qui se sentent concernés par mon histoire parce que c'est leur histoire en fait. Si l'histoire de ma maman, elle peut aider à ce qu'une autre maman prenne conscience du mauvais chemin sur lequel elle est en train de s'engager et se dire non mais c'est pas là où je veux aller, qu'elle pose son verre et que ce soit une histoire derrière elle, une maman, ce sera ma meilleure récompense. Ce serait mon rêve que cette série, elle serve à sauver une maman, une famille, plus évidemment ce serait merveilleux. Ça commence à devenir un peu compliqué pour moi à gérer parce qu'effectivement, ce que je propose sur Instagram, c'est du contenu gratuit. Et le piège d'Instagram, c'est que plus tu proposes, plus les gens like, plus tu as du monde. Plus tu as du monde, plus tu as potentiellement des clients qui te repèrent et qui te contactent. Mais si tu as des clients, tu ne peux plus poster sur Instagram parce qu'évidemment, je suis obligée de prioriser les projets payants.
Et du coup, je suis moins visible. Et du coup, comme je suis moins visible, je suis moins likée. Il y a moins de clients qui me contactent. Donc, il y a vraiment un équilibre là-dessus à trouver. Une fois, je suis hyper reconnaissante d'avoir une communauté. C'est parti comme un cadeau, en fait. Donc, il est hors de question que ça devienne payant. J'ai fait une petite boutique à côté où les gens peuvent de temps en temps acheter une affiche ou une carte ou un truc comme ça. Déjà, ça me fait plaisir parce que j'aime bien l'idée que je sois accrochée chez les gens. Enfin, c'est mon syndrome de l'imposteur, il me dit « Waouh, dis donc !» J'ai pris un espace de coworking parce que j'en pouvais plus de rester chez moi toute la journée, c'était un enfer. En tant qu'illustratrice, je bosse toute seule, tout le temps, et il n'y a aucune perspective que ça évolue parce que je ne vais pas prendre des salariés un jour. Et ça me plombait vraiment d'être comme ça, seule chez moi, et ça devenait extrêmement dur à vivre. Et mes enfants, mon mari rentrait le soir et me racontaient leur journée. Alors je connais la vie au boulot de mon mari en long, en large et en travers, les copains, les copines, les trucs des enfants. Et moi, j'avais rien à raconter. C'était moi et mon chien, que j'adore par ailleurs, mais il n'a pas une conversation de ouf. Et comme ça, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que ça devenait mon gros nuage noir, en fait. Qu'il fallait que je sorte de chez moi. Pas pour faire des rencontres professionnelles, parce que de toute façon, encore une fois, je vais bosser forcément toute ma vie si j'ai la chance de pouvoir faire ce métier toute ma vie seule. Par contre, il fallait que je voie de la vie. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et ça a été une bouffée d'oxygène. Alors, c'est très récent encore, mais vraiment, de venir à WeForge, ça a été vraiment quelque chose qui... Déjà, j'en suis fière, parce que j'imaginais pas qu'un jour, j'aurais suffisamment de revenus pour me permettre de me dire « Ok, je prends un truc pérenne où je paye pour sortir de chez moi. » Juste, c'est un luxe, j'ai la chance d'avoir une grande maison, je pourrais y bosser sans problème. J'ai juste besoin de sortir de ma maison et voilà, je trouve ça hyper luxueux de me dire j'ai un espace, j'ai un bureau et je vais au bureau, quoi. Et ça c'est vraiment, je suis hyper heureuse de cette étape. Pour l'instant, les choses se sont faites un peu sans que je les décide, un peu par superstition aussi. J'ai l'impression que si moi j'allais frapper aux portes, là tout s'arrêterait d'un coup. Donc je suis un peu paralysée par ça. Le problème en bande dessinée, c'est que les projets sont confidentiels. Donc j'ai des projets qui arrivent dont je suis hyper fière et très contente. J'espère qu'après ça m'ouvrira des portes sur d'autres choses. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais ça avance, ma carrière continue d'évoluer de façon... En fait, c'est comme si vous aviez un cadeau et que vous l'ouvriez, et dedans il y avait encore un cadeau. Et vous dites trop cool un cadeau, alors vous l'ouvrez. Dedans il y a encore un cadeau. Et pour l'instant, j'en suis encore dans cette phase-là en fait. Je suis toujours surprise et reconnaissante des étapes qui m'arrivent. Merci pour votre écoute. Vous pouvez également suivre Diyad sur les réseaux sociaux et les applications de podcast.